Philippe Bancel va essayer de vous expliquer les cas où, dans le rachis dégénératif cervical, il vaut mieux faire une prothèse ou plutôt une arthrodèse. Alors, mes chers collègues, d'abord, je voudrais remercier bien sûr l'Académie, son président, mes deux présidents, et puis mon maître Jean Dubousset, que j'ai rencontré, comme dit Beurier, la chance de ma vie en 1981, 40 ans de route commune. Merci Jean de m'avoir invité, et merci de m'avoir permis, bien sûr, de vous suivre et de m'être réalisé peut-être. Alors, Monsieur Dubousset, enfin Jean Dubousset, je me permets de l'appeler Jean maintenant, m'a demandé de parler de prothèse discale comme innovation. Alors, quand on parle d'innovation, on se pose la question de savoir si on peut, grâce à l'innovation, remplacer un processus déjà existant. Alors, j'avais déjà répondu un peu à la question à la Cervical Société en 2016, où WAFA m'avait aidé d'ailleurs, sur la prospective dans le total disc replacement au niveau cervical. Jean Dubousset m'a demandé de définir le rachis dégénératif. Alors, le dégénératif, c'est quoi en matière de rachis? C'est l'altération progressive avec l'âge. On altère sa peau, on altère ses cheveux et on altère la colonne vertébrale. Et Benjabi avait défini ce qu'on appelle l'unité vertébrale. Et l'unité vertébrale, c'est l'association de deux vertèbres unies l'une à l'autre avec des moyens dits de contention ligamentaires, des articulations postérieures, des disques. Et lors du processus dégénératif, tout s'altère. L'os s'altère, le cartilage s'use, les ligaments s'épaississent et on assiste donc à une altération qui donne une symptomatologie qui est différente entre deux décades. La décade de 40 ans où on a surtout une discopathie, une altération discale avec déshydratation au maximum, avec un processus inflammatoire. On a la hernie discale cervicale qui peut être conflictuelle avec la racine et donner une symptomatologie radiculaire. Pas toujours. Et on a une deuxième pathologie qui est celle de 65 ans, qui est la 6e décade, où là on a une altération globale antérieure, latérale et postérieure de la vertèbre, avec un épaississement global, avec une diminution de calibre qu'on appelle la sténose cervicale et qui peut donner une symptomatologie, pas toujours, une symptomatologie qui peut être soit une compression médulaire, soit une compression radiculaire. Alors aujourd'hui, comme on parle de prothèse discale, je vais ne vous parler que d'altération discale d'un niveau ou de plusieurs niveaux discaux. Je vais abandonner la pathologie dégénérative globale circonférentielle. Les premiers succès chirurgicaux ont été décrits surtout par Cloward. En fait, la radiculopathie avait été observée cliniquement par beaucoup d'auteurs depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte. Mais la symptomatologie opérée avait été faite par Mixter et ailleurs avec des résultats postérieurs assez faibles. C'est la raison pour laquelle Robinson et Smith avaient proposé la dissectomie jusqu'à la racine et effectivement une arthrodèse qui a ensuite été développée par Cloward en 1958. Les neurochirurgiens actuellement font encore des dissectomies simples, sans fusion. La majorité des chirurgiens s'accordent pour, lorsqu'il y a hernie discale et conflit postérieur, pour faire une dissectomie et une fusion. C'est ce que les Américains appellent l'ACDF et c'est ce terme que je vais utiliser aujourd'hui. C'est très simple. ACDF, ça veut dire antérieur, cervical, dissectomie et fusion. Donc vous avez compris, c'est pas bien compliqué. Alors si on fait une fusion, si on fusille un secteur de mobilité, on se pose la question de savoir, mais ça c'est toujours pareil en arthrodèse, notamment dans les scolioses, que se passe-t-il au niveau adjacent et est-ce qu'on va développer ce qu'on appelle un syndrome jonctionnel? Et là vous allez comprendre parce qu'en fait il y a des études qui ont été faites et je vais vous les développer. À partir du moment donc, où vous faites une fusion sur un espace discal, vous faites disparaître une mobilité et donc on va voir les conséquences sous-jacentes. Les premières conséquences ont été observées par Yann Goffin. Yann Goffin est chef de service, maintenant il est à la retraite, il a été président de la Cervical Société et il observait que quand il faisait des fusions, dans ses études rétrospectives, il observait 92% d'altération des segments adjacents. Alors je commence, vous faites une prothèse disque, vous faites une arthrodèse cervicale à un niveau discal, que devient le disque mobile sus et sous-jacent? Et bien dans la série de Goffin, il avait 92% d'altération. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous fusionnez un étage, vous observez une augmentation des contraintes par hypermobilité, par hyperpression. Et ça a bien été montré en laboratoire. En laboratoire in vitro, vous avez une hyperpression discale sus et sous-jacente. Et in vivo, vous avez par cinétique, vous observez qu'il y a une hypermobilité qui va être compensatrice de la perte de mobilité perdue au niveau fusionné. Vous comprenez? Alors, j'avance.
Donc, les premières données étaient rétrospectives et on a voulu faire la démonstration, effectivement, que, comme avait montré Yann Goffin, eh bien, effectivement, à partir du moment où vous faisiez une ACDF, une antérieure fusion, eh bien, vous observez une altération dégénérative plus importante que la population normale. Alors, dans ce cas-là, si effectivement la fusion est péjorative pour le rachis sucé sous-jacent, pourquoi ne pas tenter de sauver la mobilité? Et pour sauver la mobilité, eh bien, on invente la prothèse discale, on essaie de constituer un élément qui est artificiel et qui conserve cette mobilité. Alors, il y a une première étape. La première étape, c'est de montrer qu'on faisait des arthroplasties, on les opposait à la fusion et on démontrait que c'était aussi efficace. Alors, il y a eu des tonnes d'articles qui étaient des articles de niveau 1 et qui montraient, avec John Heller, avec Sasso, avec tous les Américains, qu'effectivement, la prothèse discale, non seulement n'était pas très dangereuse, techniquement, elle était réalisable, et en plus de ça, eh bien, effectivement, elle était aussi efficace dans les résultats cliniques que la CDF, c'est-à-dire la fusion. La deuxième étape, et là vous comprendrez à la fin pourquoi, la deuxième étape a été de tenter de démontrer que la prothèse discale était supérieure à la fusion. Et là aussi, eh bien, les études se sont multipliées avec des études randomisées de rang 1, c'est-à-dire on opposait la prothèse discale à l'arthrodèse et on montrait que la prothèse discale était plus efficace que la fusion. À telle enseigne que certains auteurs montraient que le fait d'avoir une altération dégénérative qu'on a appelée l'ASD, alors altération dégénérative, il faut bien que vous vous souveniez de ça, ça veut dire Adjacent Segment Disease, donc altération du segment dégénératif sucé sous-jacent. Eh bien, ils observaient qu'à partir du moment où vous altériez au-dessus de votre fusion un segment, eh bien, vous aviez des risques d'avoir une symptomatologie qui obligeait à réopérer. Donc, quand vous compariez la prothèse discale cervicale contre la fusion, eh bien, les malades qui étaient réopérés pour une deuxième pathologie, eh bien, étaient plus fréquents dans la CDF que dans la prothèse discale. À telle enseigne qu'à la Cervical Society, un chirurgien avait dit il faut oublier la fusion antérieure, il faut passer à la prothèse discale cervicale, c'est le standard. Et alors là, le marché explose. Et ça, ce n'est pas exhaustif. J'aurais pu faire 14 diapos là-dessus. Et pourquoi? Parce que la progression de croissance, et vous verrez à la fin mes diapositives, c'était 14% de croissance mondiale. Mais il y a quand même des chirurgiens américains, comme John Heller, comme Daniel Ryu, qui se sont dit, est-ce que cette altération du segment sous-jacent est un mythe ou une réalité? Et Daniel Ryu, qui est maintenant chef de service à New York, qui a été président de la Cervical Society en même temps que moi, j'étais président de la Société européenne, avait fait un très beau topo à Hanoï sur le mythe de cette altération dégénérative. Et il avait fait une énorme étude avec méta-analyse. Et qu'est-ce qu'il avait montré? Il avait montré que la promesse qu'une arthroplastie diminue le risque d'altération du segment adjacent n'était pas remplie. Que le seul élément qu'on observait dans la prothèse discale, c'était la persévérance et la persistance d'une mobilité intervertébrale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Américains mentaient. Ils confondaient le disease avec le dégénératif. Ce sont deux éléments différents. Et Benzel l'a bien défini, à savoir que vous pouvez avoir une altération dégénérative au-dessus de la fusion. Mais est-ce qu'elle est symptomatique? Non. Si elle est symptomatique, c'est un disease. Si elle n'est pas symptomatique, c'est du dégénératif. Et pourquoi? Ben parce que Wafa nous le dit bien, c'est que le vieillissement il est automatique et que si effectivement le rachis vieillit, eh bien il devient dégénératif. Mais on a tous ici, pardonnez-moi, en tous les cas moi, un rachis dégénératif, mais il n'est pas nécessairement symptomatique, il ne nécessite pas nécessairement de la chirurgie. Et on le montre bien également quand on fait des études de sujets, c'est-à-dire qu'avant 40 ans, l'altération dégénérative est faible, et au-dessus de 40 ans, vous avez 28% des cas d'aggravation de la déshydratation discale. La mobilité maintenant, on nous avait promis la mobilité, et Daniel Ryu avait dit non, l'ASD c'est du mythe, mais on garde de la mobilité. Et là aussi, les Américains faisaient des études sur 2 ans. Mais nous, les Européens, on avait fait des études sur 10 ans, sur 15 ans. Et pourquoi? Parce que ça n'était pas autorisé aux États-Unis de mettre des prothèses totales. Donc, ils avaient demandé aux Européens, vous faites des prothèses totales et non publiez vos résultats. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce n'était pas dans le cadre de la FDA. Donc, on a fait des études et on a montré quoi? Eh bien, qu'on a montré qu'à 10 ans, on avait des ossifications dans l'espace intersomatique qui était soi-disant mobile.
Et dans la série de Yann Goffin, il avait près de 40% d'ossification. C'est-à-dire que quand vous ossifiez, ça ne bouge plus. Dans la série de Bert Schumerhol, vous avez près de 70% d'ossification intraprothétique et périprothétique. Quand dans la série de Vincent Poitillard, il avait 8 fusions totales. Et que disaient les Américains? Ah ben si ça fusionne, ça fait une ACDF et ça marche aussi bien. Et c'est vrai que les malades allaient très bien. Mais Yann Goffin est revenu en disant attention, moi j'ai été effectivement le grand promoteur de la prothèse discale cervicale, à telle enseigne que quand il était président de la cervicale plasticité, il avait proposé un thème complet de congrès sur sauvons la mobilité contre nous qui faisions des fusions. Mais à distance, comme tous les couples de friction, vous avez des phénomènes d'usure. Et les phénomènes d'usure, ça donne quoi? Ça donne des troubles de la cinématique, ça donne des fractures, ça donne des débris d'usure qui passent dans la circulation, des panus inflammatoires et des ostéolyses. Est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, vous allez voir. Regardez cette prothèse discale qui a été envoyée par Yann Goffin justement pour la cervicale pas société. Non seulement vous voyez l'ostéolyse périprothétique, mais je ne sais pas si vous voyez en arrière de la prothèse une espèce de saillie. Et bien même, je vais la montrer, la saillie. Compression médulaire par le panus, comme on l'observe dans les prothèses, c'est-à-dire myélopathie cervicarthrosique, c'est-à-dire tétraparésie. Et oui. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, ce sont les laboratoires qui font leurs propres études. Ce ne sont pas, comme l'a dit Renard Bartels, qui a été également président de la cervicale de la société, ce ne sont pas des organismes indépendants qui font ces études-là. C'est pour ça qu'effectivement, toutes les études sont biaisées. Et comme dit Yann Goffin, même si effectivement il est rare d'avoir une compression médulaire avec tétraparésie, est-ce que lorsqu'on met une prothèse chez un jeune homme d'une quarantaine d'années avec une prothèse discale, est-ce que même une tétraparésie, voire une tétraplégie, peut être ignorée parce qu'elle est rare? Je vous laisse la réponse. Alors là, je vous ai fait un petit topo là, sur toutes les complications qu'on peut observer, c'est-à-dire les ossifications périprothétiques, l'altération dégénérative au-dessus puisque vous avez une ACDF, les lyses et destructions, les prothèses qui se luxent et qui compriment la moelle en arrière, les prothèses posées un petit peu de travers et les malades en syphose. Alors, les Suédois qui n'ont pas du tout de ce qu'on appelle de compliance, c'est-à-dire qu'ils ont l'interdiction absolue d'avoir des relations avec les laboratoires, eh bien, ont fait des études sur leurs prothèses et ont montré que la prothèse ne donnait pas de meilleurs résultats à 5 ans, que les ossifications, ils en avaient à 92% à 5 ans et qui m'ont démontré que la prothèse ne présentait pas d'avantage. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez le marché suédois, eh bien, ils ont très peu de prothèses discales. C'est la même chose pour les Japonais qui n'ont pas de compliance. Et on verra plus tard pour les pays riches et les pays pauvres. L'American Academy s'était aussi un petit peu inquiété de cette explosion du marché prothétique. Et effectivement, là aussi, avait montré qu'en fait, on ne pouvait pas démontrer de supériorité de la prothèse discale par rapport à la CDF. Alors là, je vais faire appel à Wafa. Est-ce qu'il existe un futur? Alors, je remercie Wafa parce que là, c'est toutes tes diapos, hein, ma chère Wafa. Alors oui, alors d'abord, il faut faire une sélection de malades si on veut garder la prothèse discale. C'est ce que j'avais demandé à Daniel Rioux. Je lui ai dit, bon, Daniel, alors tu veux plus faire de prothèse discale, est-ce que tu as une sélection de malades? Alors cette sélection de malades, oui, il faut prendre des malades qui sont jeunes, il faut avoir des bonnes prothèses, des meilleures implantations chirurgicales pour prévenir les complications. Alors la meilleure indication, c'est pas d'ostéoporose, donc il faut un sujet jeune, un segment mobile, parce que s'il est raide, ça sert à rien de mettre quelque chose de mobile dans un secteur qui d'emblée n'était pas mobile. Il ne faut pas avoir de syphose, c'est-à-dire il ne faut pas avoir un rachis qui est en flexion, entre guillemets. Il faut avoir un rachis dégénératif. Il ne faut pas avoir d'ossification parce que vous allez former des ossifications périprothétiques. Et puis, il ne faut pas avoir d'altération dégénérative postérieure. Autrement, les malades garderont des douleurs. Alors voilà, ça c'est l'indication d'un malade que j'avais opéré par arthrodèse, donc ACDF, et il serait une bonne indication de prothèse discale. Alors, la prothèse idéale, alors ça, c'est ce que nous montre Wafa, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir des éléments finis qui montrent qu'on absorbe des chocs. Il faut avoir une prothèse qui soit radiotransparente. À gauche, elle n'est pas radiotransparente, vous avez une compression médulaire, on retourne à une myélographie qui est interdite pratiquement dans les pays anglo-saxons pour avoir une image de cette compression médulaire parce qu'elle est complètement artefactée par une prothèse IRM non compatible. Donc, il faut effectivement des prothèses qui sont radiocompatibles. Il faut parfaitement la centrer. Là aussi, il faut un ancillaire parfait et les ancillaires offerts par les labos ne sont pas toujours parfaits. Il faut effectivement avoir aussi mécaniquement des prothèses qui soient parfaitement adéquates et on le reverra tout à l'heure et qui miment une vraie biomécanique du disque normal.
Il faut préserver la mobilité, avoir une technique opératoire parfaite et certains ont proposé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors voilà des prothèses qui ont été retirées par Yann Goffin et on montre qu'elles sont cassées, altérées, abîmées. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'a pas été utilisé par les laboratoires des leçons tirées des analyses d'usure qui ont pu être validées dans les analyses de prothèse totale de hanche et de prothèse totale de genou. C'est-à-dire que les laboratoires qui ont fait des prothèses totales discales ne se sont pas appuyés sur les travaux déjà faits. Alors le futur, c'est WAFA, c'est-à-dire études en EOS de la cinématique, c'est toutes tes diapos, mais tu me les avais données pour la cervicale société, je te rappelle. C'est pas du vol. Puis d'ailleurs, j'ai laissé l'ENSAM. Alors effectivement, ce que fait WAFA, c'est-à-dire qu'elle fait une étude cinématique et ensuite, après prothèse discale, on vérifie que cette cinématique correspond bien à la cinématique du malade avant l'intervention. Alors ce que propose effectivement l'ENSAM, c'est d'imaginer de faire des cinématiques et des éléments finis sur chaque malade, entre guillemets, et de voir si on ne peut pas faire des prothèses sur mesure. Parce que comme le montre WAFA, à tous les niveaux, il y a des biomécaniques différentes. De effectivement intégrer l'anatomie normale du malade. Tous les sujets ne sont pas en lordo-cervical comme on le dit, mais certains sont en syphose, voire en normo-alignement. On peut intégrer, comme nous montre WAFA, les masses musculaires et les tissus mous, et pour le futur, faire des prothèses qui soient des prothèses idéales, patient par patient. Bon, voilà, ça c'était le futur que j'ai proposé à la cervicale société, je ne sais pas où vous en êtes, mais ça je crois que c'est du domaine du rêve, mais ce n'est pas grave, on peut rêver à l'académie. Alors pourquoi effectivement on a des études prospectives de rang 1 suédoises qui démontrent qu'effectivement ça ne marche pas, et pourquoi on a des études américaines qui démontrent que ça marche? On ne peut plus comprendre. Et bien moi je vais vous expliquer. La différence entre une plaque et une cage et un substitut, c'est 1 000 €. Une prothèse, c'est 2 400 €. Regardez le marché. Croissance mondiale, 14%. Regardez ce que ça ramène comme argent. 350 millions de dollars pour les Américains. 25 millions de dollars pour l'Asia-Pacifique. Et regardez comment la Chine progresse. Et regardez la différence entre les pays riches et les pays pauvres. Alors on peut se demander quand même que certaines études où, à la cervicale associée, on avait observé quand même que certaines études de rang 1 étaient purement financées par les labos. Et nous, à la cervicale société européenne, on avait interdit qu'effectivement, les études de rang 1 soient financées par les labos. On considérait qu'il y avait conflit d'intérêt. Voilà. Et on voit bien effectivement que plus les pays sont riches, plus ils implantent des prothèses. Et donc là aussi, on peut se demander s'il n'y a pas des problèmes de compliance. Alors, bon, bien évidemment, vous comprendrez qu'aux États-Unis, j'avais fait ce topo et les gens m'avaient plus ou moins applaudi, ça dépendait. Mais j'avais fait comme Jean Dubousset, j'avais dit la vérité, entre guillemets. Entre guillemets, je m'étais fondé un peu sur les données de la littérature et de ce qu'on m'avait donné. Bon, je pense quand même que la prothèse discale peut être améliorée par des gens comme WAFA, que les laboratoires indépendants peuvent effectivement vérifier les complications, etc. Et je pense qu'il y a encore des indications, je ne sais pas ce que tu en penses, WAFA, pour la prothèse discale et qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bouillon. Voilà, j'ai terminé, j'ai parlé 15 minutes. Voilà. Si vous avez des questions pour... Est-ce qu'il faut vraiment en venir aux première question du président. Alors, Wafa, tu vas répondre à ma place, parce qu'en fait, moi je pense qu'effectivement c'est idéal, c'est ce que j'ai dit aux États-Unis, mais est-ce que financièrement c'est jouable? C'est tout. En fait, à l'occasion, un jour, je parlerai des avancées de ce jumeau numérique du rachis, oui, c'est ça. où ça progresse vite, parce que assez récemment, on a décidé de sauter le pas, de créer une entreprise innovante qui est reconnue DeepTech pour le développement de ce jumeau numérique. Et à partir du moment où on est capable, dans un temps rapide, à partir d'imagerie de routine et de manière pertinente, donc avec des jumeaux qui soient pertinents, qui soient réalistes, à partir du moment où on peut analyser les conséquences d'une instrumentation, sachant que l'impression 3D a fait des progrès immenses. Oui, ce n'est pas un rêve d'aller vers la prothèse personnalisée. Et surtout, même sans personnaliser exactement la géométrie, derrière le mot prothèse discale, on met des concepts très, très différents. On sait qu'il y a des prothèses qui vont créer des conflits cinématiques
et qui donc, au bout d'un moment, peut-être pas dans les 2 ans, peut-être pas dans les 3 ans, mais au bout d'un moment, tout ça va bloquer, ça va faire une fusion. Alors que d'autres concepts de prothèses, mais tout ça est mis dans le même paquet prothèse discale, sont beaucoup plus respectueuses de la cinématique naturelle. Et encore une fois, ce jumeau numérique dans lequel personnellement je mets beaucoup d'efforts en ce moment parce qu'il faut que ces maquettes virtuelles aillent vers la vraie vie. Ce que vous avez montré, ça fait bien 10 ans qu'on l'a fait, mais si ça reste en laboratoire de recherche, on est un peu tristouné parce qu'au final, il faut que ça aille vers le patient. Mais je suis convaincue que c'est l'avenir, avec tout le développement des nouvelles technologies par ailleurs, impression 3D, et puis avec les matériaux non métalliques, les matériaux éventuellement issus d'ingénierie tissulaire, etc. Oui, alors attendez, il y a plusieurs questions. En même temps, moi je voudrais juste vous poser une question un peu de base. Je n'ai pas très bien compris finalement ce que vous appelez disease, parce que quand vous dites qu'il y a une indication, il faut que le rachis soit mobile et qu'il faut rajouter une prothèse pour améliorer la mobilité, donc où est l'indication? Je ne comprends pas. Vous traitez qui? Ils ont mal? Ils sont comment? Quel est le syndrome pathologique que vous traitez? Alors au départ, c'est un conflit discal, c'est-à-dire qu'on a une hernie discale qui sort de son emplacement intersomatique et qui va irriter le nerf. Et la solution thérapeutique, c'était de gratter tout ce disque jusqu'au nerf et de mettre rajouter une prothèse. Voilà. Et après, la prothèse discale a été proposée pour éviter l'altération succès-sous-jacente. Et là, vous avez raison, c'est que l'altération succès-sous-jacente, l'argument, c'était que effectivement, dans la littérature, on disait il y a une altération succès-sous-jacente. Et les auteurs disaient, oui, cette altération, elle est source de réopération beaucoup plus fréquente. Ça, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Dans la série suédoise, ils ont comparé le taux de réintervention sus et sous-jacente après une fusion et ils se sont rendus compte, dans des études prospectives, randomisées, multicentriques, qu'il n'y avait pas plus de réintervention avec la prothèse qu'avec la fusion. Et là, vous avez raison, il faut faire la différence entre une altération dégénérative, que j'ai moi, mon cou il craque, mais bon, je ne suis pas symptomatique, je n'ai pas besoin d'une prothèse, à la différence du gars qui a un bras qui tombe ou une douleur radiculaire majeure. Merci, c'est bien ça, qu'on comprenne bien. Alors, Jacques, et puis dans le fond de la salle. Oui, non, simplement, enfin, je pense que tu nous as fait la démonstration qu'il est préférable. La sécurité, c'est de faire une arthrodèse à un étage. Mais est-ce que le type de prothèse ne rentre pas en ligne de compte aussi? Parce que tu nous as montré une vingtaine de types de prothèses différents. Je pense que les débris d'usure, c'est soit avec du polyéthylène ou du métal qui donnent des pseudo-tumeurs qui vont entraîner des compressions postérieures. Mais autant que je me souvienne, il y avait une entreprise lyonnaise qui avait fait une prothèse céramique. Et même une prothèse zircone à un moment donné, avec un frottement zircone-zircone. Théoriquement, il y a très peu, quoique le zircone, il y a une altération qui peut se faire. Mais céramique, il n'y a pas de débris d'usure théoriquement. Sauf que ça entraîne une fibrose plus importante. Moi, je ne voulais pas rentrer dans la polémique avec les Américains parce que je m'entends. Non, mais je te pose la question de savoir. Néanmoins, le marché est extrêmement explosif, il est extrêmement rapide. Et alors, moi, je réponds à Wafar, c'est-à-dire qu'effectivement, les labos, dès qu'ils voient qu'effectivement un implant a une croissance annuelle de 15%, ils lancent sur le marché en croisant les doigts qu'ils n'auront pas une catastrophe dans les 2 ans. C'est un peu ça qu'on voit quand même. Wafar, tu es d'accord avec moi ou j'ai tort? Dans l'analyse du marché international. C'est clair. D'accord. Là où il y a de... Micro. Il faut réagir avec un micro. Oui, c'est clair qu'on a vu une explosion de produits, mais encore une fois, j'insiste dans le volet biomécanique, sur le fait que les produits vont être basés sur des concepts très différents les uns des autres et que derrière ce paquet global prothèse discale, il y a vraiment des prothèses qui sont bien réfléchies pour respecter la cinématique rachidienne et d'autres qui sont beaucoup plus contraintes sur le plan cinématique. Et je pense que le résultat à long terme n'est pas du tout le même pour ça. D'où l'importance de faire vraiment une analyse individualisée approfondie. Mais ces prothèses-là, elles devraient être, avant d'être mises sur le marché, les gens qui ont constaté que ça ne fonctionne pas, je ne vois pas pourquoi elles sont autorisées à être mises sur le marché. Parce qu'elles ont un DMI, elles sont autorisées, elles ont une marque HCE, etc. Voilà. Et là, on revient à la discussion qu'on a à l'Académie avec Jacques. De tout à l'heure. Oui, mais c'est parce qu'ils ont un recul de 2 ans seulement.
Voilà. Parce qu'ils avaient un recul que 2 ans. Et à 2 ans, effectivement, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est comme les prothèses de 2 ans. Oui. Elles ne s'abîment pas en 2 ans. Mais à 10 ans, voilà, on a vu les résultats. Pour vous qui parlez beaucoup du jumeau virtuel, on a eu hier une réunion chez Dassault Systèmes où vous devriez peut-être travailler avec eux parce qu'ils ont des logiciels pour fabriquer des jumeaux virtuels extraordinaires, très adaptables à toutes sortes de problématiques. Et on a fait une réunion avec Philippe Mar et Richard Villet avec eux. Ils ont des ingénieurs qui sont prêts, ils travaillent avec toutes les sociétés savantes. Vous devriez explorer cette piste. Parce qu'ils sont capables, justement, comme c'est difficile de comparer, vous voyez, toutes ces prothèses qui sont assez similaires, mais dans le détail, les datas qui démontrent que tel ou tel avantage, tel ou tel défaut, etc., peuvent être compilés. Et à partir de cette compilation d'un plus grand nombre de données, on est capable finalement d'avoir une espèce de jumeau virtuel théorique et puis un pratique, on peut comparer. Ça devient comme des essais sur placebo, si vous voulez, contre placebo. Voilà. Exactement. Et on en est au point, enfin, sur le jumeau du rachis, à amorcer les démarches auprès de la FDA pour faire reconnaître ces outils comme utiles pour aider à prendre des décisions, pour justement aller cerner les worst case scénarios, les risques, etc., de manière plus pertinente. Alors, cher ami, j'ai un petit avis économique, si je peux me permettre à préciser. 70% du marché mondial en valeur se passe aux États-Unis. 50%, 50% en quantité. C'est à peu près le marché mondial. États-Unis, c'est 40% en quantité et 70% en valeur. Une prothèse de rachis, de disque, vous avez mis le prix de 1 500 €. Aux États-Unis, c'est 25 000 €. Donc, c'est vrai que c'est une pompe à Afrique qui est très importante, d'où l'intérêt, bien évidemment, qu'ont les structures, enfin les sociétés américaines à pousser ce marché et puis à se servir aussi des plateformes européennes pour en avoir des évaluations cliniques parce que on a une chance incroyable, c'est qu'on opère beaucoup, enfin vous opérez beaucoup, pardon. Et cette expérience est unique presque au monde, même si les Asiatiques commencent maintenant à avoir aussi l'intelligence de publier. Et le deuxième point, c'est qu'au fil de nos voyages, parce qu'on a la chance de voyager beaucoup, d'exporter un petit peu quand même, on rencontre plutôt depuis une vingtaine d'années une réduction des tarifications et au point où vraiment la céramique est de moins en moins utilisée et je ne vois pas comment ces nouvelles technos, avec même cette complication au niveau des pays qui sont des pays développés, comment cette techno va pouvoir être correctement vendue dans ces pays. Donc ça touche quand même une niche de certains pays. Voilà. C'est ce que je voulais, petite précision. Henri Coudan, question. Merci beaucoup. Mais réponse d'abord, peut-être qu'il y a une réponse Non, mais c'est effectivement bon. Moi, j'étais pas très polémique aux États-Unis quand ils m'avaient invité quand même, mais je savais très bien que c'était pas type C et je savais très bien qu'effectivement, mais Jean Dubousset l'avait très bien montré également sur l'instrumentation rachidienne de scoliose. Nous en France, une instrumentation rachidienne, une vis pédiculaire aux États-Unis est vendue 10 fois plus cher qu'en France. Donc effectivement, le marché n'est pas le même, avec effectivement des contrats. On voit bien les diapositives de conflits d'intérêts des Américains versus les Japonais, etc. Nous, on a 2 conflits d'intérêts vaguement mais moi, par exemple, moi j'adore Vaccaro, mais je m'en moque, je peux lui dire, on peut pas lire sa diapo tellement il y a de conflits d'intérêts. On peut pas lire, c'est minuscule. Moi je l'adore, Alex, on est très amis, mais bon voilà quoi, on n'est pas dans le même monde. Tu prends des photos avec un grossissement et tu. D'abord. Tous les comités d'éthique montrent qu'à partir du moment où on fait une communication, il est indispensable d'établir ces conflits ou ces liens d'intérêt sur la première ou la dernière diapositive. Alors, il vaut mieux que ça soit écrit en gros, comme pas dans les compagnies d'assurance qu'on connaît tous et où c'est écrit tout au petit sur la 3e page. Alors, moi, je voudrais faire un commentaire. D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre franchise, parce que finalement, vous nous montrez
si j'ai bien compris, c'est pas du tout ma spécialité, le rachis cervical, finalement les prothèses discales, et puis il suffit de lire votre résumé. Quand on dit effectivement que l'avenir de la prothèse, ça peut être un complément thérapeutique dans tel et tel cas, mais ça reste, etc. On voit très bien, vous avez démontré que les prothèses, finalement, par rapport à l'arthrodèse, c'était entre guillemets un peu la même chose. Enfin, je fais un résumé un peu synthétique. Mais et c'est les digressions qui ont lieu ensuite sur l'aspect, on va dire, économique. Alors l'aspect économique, c'est un terme galant, enfin quoi, c'est une affaire de pognon, quoi. Enfin, je veux dire, je m'excuse de cette digression, mais Monsieur le pose Président, la question. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir eu la franchise de nous dire finalement que la prothèse par rapport à l'arthrodèse, eh bien, c'était pas mieux, que ça coûtait manifestement beaucoup plus cher. Et puis ça pose la question effectivement plus profonde que le président a soulevée et que Jean Dubousset aussi a soulevé, c'est le problème de l'éthique en matière de comparaison. Si je peux compléter la question, comment se fait-il que les grandes revues de chirurgie orthopédique qui ont un impact factor, etc., qui devraient être la garantie, publient essentiellement des études médico-marketing et non pas des études médicales, scientifiques pures. Ça, c'est vrai. Ça, parce que là, il participe à la promotion de ces marchés sans justification véritable. Et donc, ça devrait être interdit. Et on est dans le domaine des fake news et de la manipulation de l'opinion. Oui, mais néanmoins, apparemment, le nombre de publications, on se dit que... Alors, il faut le faire savoir, parce que là, aujourd'hui, nous, on n'est pas spécialiste. Voilà, après, effectivement, moi quand j'étais président de la Cervical Société, j'étais invité en Asia-Pacifique. En Asia-Pacifique, la Chine, ils explosent le marché. En revanche, les Japonais, qui n'ont pas le droit à la compliance, ils ne mettent pas de prothèse. Les Suédois, etc., aussi n'ont pas le droit à la compliance. Donc, effectivement, vous voyez bien les marchés. Donc, voilà. Et moi, bon, alors, bien évidemment... En France, on a l'air assez raisonnable, d'après ce que les chiffres montraient. Là. Ah oui, bon, moi, je montre des chiffres, en fait. Hein. Bon, bien évidemment, j'ai quand même mon opinion, mais je donne des chiffres. Non, juste une petite remarque, j'en profite puisqu'on est dans un bel hémicycle. On était, Jacques Sénégas avec Vincent Pointillard nous avait demandé d'élaborer, il y a un petit peu de temps maintenant, puisqu'on parle de Jacques Sénégas, une prothèse discale qui avait été mise en place avec une autorisation spécifique, avec le comité d'éthique. Et en fait, les résultats avaient été, comme vous l'avez annoncé, je pense même que c'est la référence à la publication, ça avait été 80% d'échecs, et il m'avait demandé si on pouvait le publier. Donc, j'ai bien sûr sauté sur la question en disant mais tu as l'obligation de le publier parce que ce sont des informations qui sont très importantes. Voilà. Donc c'est un petit refrain, voilà, un petit. Parfait. Bah, écoutez, je crois que merci beaucoup. Merci. Merci Philippe.